Je précise juste au public que cette conférence est donc retransmise en direct en Facebook Live, sur la page de Nouvelle-Calédonie, la première. Donc on va s'adresser aussi à nos internautes. Je m'assois ou ça vous dérange pas si je suis debout? Si? Oui. Ok. C'est parti. Voilà. Bonjour à tous, ici présents dans l'amphi 400 de l'Université de la Nouvelle-Calédonie à l'occasion de la 2e édition du Festival DigiNova. Et bonjour à tous les téléspectateurs internautes de Nouvelle-Calédonie, la première, qui nous suivent en direct ou qui regarderont le replay sur notre page Facebook Nouvelle-Calédonie, la première, et sur notre site internet. La Nouvelle-Calédonie est à la croisée des chemins numériques, au sens propre d'ailleurs, comme au sens figuré. Au moins un 2e câble sous-marin à venir, l'arrivée d'ici 2 ou 3 ans de la 5G et un trafic exponentiel de données, de data qu'il faut héberger, abriter, mais aussi protéger. Mais pour que cela fonctionne, il faut un relais solide à l'international, un réseau local fiable et performant, de l'arrivée du câble jusqu'à l'utilisateur, le citoyen, l'entreprise ou l'industriel. Enfin, il faut de quoi abriter les données, cloud souverain ou hébergement à l'extérieur, si la confiance locale n'est pas là, on y reviendra. De tout cela, des enjeux télécoms pour que la Nouvelle-Calédonie et son économie trouvent sa place dans le nouvel ordre numérique régional, transpacifique et mondial. Nous allons parler avec Patrick Delpy, directeur régional de l'ASN. Ce n'est pas l'autorité de sécurité nucléaire, bien sûr. Il s'agit d'Alcatel Submarine Networks. Donc, avec lui, on va évidemment parler des câbles sous-marins. Christophe Fontaine, directeur des ventes Afrique et Outre-mer français. C'est mieux que DomTom, parce que ça n'existe plus. Au sein de HPE, vous tenez d'ailleurs beaucoup au E de HPE, Hewlett Packard Enterprise. En gros, si vous avez des problèmes de cartouches d'imprimante, c'est pas vous. Pierre Massenet, chef d'entreprise, directeur du groupe CIPAC, mais qui vient ici en tant que président du SNNC, le syndicat du numérique de Nouvelle-Calédonie. Et enfin, Benoît Deschamps, directeur de l'ANFRNC, l'Agence nationale des fréquences en Nouvelle-Calédonie. D'autres experts sont dans la salle, l'opérateur public OPT aussi, et bien sûr, ils peuvent intervenir à tout moment au cours de cette conférence, de cette table ronde. Je serai bien sûr le candide de service et une session libre de questions-réponses entre vous, public, et nous invités aura lieu dans le dernier quart ou tiers de ce débat. Et nos internautes peuvent aussi poser des questions. Elles seront relayées par Tania, également en direct. Messieurs, pour que tout cela fonctionne, pour une île comme la Nouvelle-Calédonie, il faut être raccordé au monde extérieur via des câbles sous-marins. Un premier câble, depuis maintenant 6 ou 7 ans, qui nous relie à l'Australie, peut-être pas utilisé d'ailleurs de manière encore optimale, mais est-ce qu'on n'est pas déjà aujourd'hui, alors qu'on attend les résultats de l'appel d'offres du 2e câble, dans une situation, j'allais presque dire, d'urgence numérique? Alors, peut-être oui, d'une certaine manière, ce qui se passe, c'est que la demande mondiale, que ce soit pour un néo-calédonien ou pour n'importe quel citoyen de la planète, fait qu'il sollicite le réseau de plus 50% chaque année. Et donc, comme la Nouvelle-Calédonie est une île entourée d'eau, eh bien, elle ne peut être connectée au réseau mondial que par un câble sous-marin. Une connexion satellite, dans l'état actuel de la technologie, ça correspond à un besoin seulement de 1%. Donc 99% va passer par les câbles sous-marins. Le câble sous-marin qui existe actuellement, Gondwana, qui relie la Nouvelle-Calédonie à Sydney, n'est pas saturé, mais il a une dizaine d'années, et en l'état actuel de la technologie, eh bien, une sécurisation de ce câble est aujourd'hui nécessaire. Donc l'appel d'offres qui est en cours par l'EPT vise à sécuriser ce câble existant, mais également à proposer davantage de capacités de trafic entrant et sortant de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on a vu ce qui s'est passé il y a
peut-être quelques mois à Tonga, Tonga, ouais. une coupure accidentelle, et c'est le crash économique en tout cas une vraie difficulté pour les entreprises et les industriels si le câble mettait quelques jours avant d'être réparé. Un câble sous-marin, pour une île, pour la Nouvelle-Calédonie, c'est l'artère vitale de connexion à l'ensemble du monde. Si ce câble est coupé, seule l'activité nationale de la Nouvelle-Calédonie pourra fonctionner, mais plus aucune fonctionnalité internationale reliera la Nouvelle-Calédonie au reste du monde. Alors, comme le disait M. Juillet tout à l'heure, une coupure, ça peut être bénéfique finalement, d'une certaine manière, parce que la Nouvelle-Calédonie serait isolée. Mais dans l'internationalisation, dans la mondialisation dans laquelle nous sommes, fondamentalement, c'est inimaginable. Et ce câble existant peut être coupé dans 10 secondes ou dans 2 ans. Quand les Tonga ont été isolés pendant 3 semaines, l'ensemble de l'économie du Tonga s'est effondré. Alors, il n'y a pas que le problème de la sécurisation, et n'hésitez pas à intervenir quand vous voulez, c'est le principe de cette conférence. Il n'y a pas que le problème de la sécurisation, il y a aussi le problème de l'ouverture à la région. Le deuxième câble, qu'on appelle peut-être d'ailleurs faussement le câble de secours, est-ce que c'est pas aussi, et qu'est-ce qu'il faudrait, messieurs, faire pour qu'on y arrive, la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie de devenir une sorte de hub régional sur le plan numérique. Oui, je crois c'est véritablement, et je conclurai avant de passer le micro à mes collaborateurs juste avec moi, les gens qui travaillent ici présents. La raison pour laquelle, à mon avis, l'OPT a choisi un second câble de sécurisation vers Fidji, c'est parce que Fidji, ainsi que Hawaï et Guam, est le troisième pôle, le troisième hub dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique. À partir de Fidji, qui est connecté à de nombreux câbles sous-marins existants et à d'autres qui sont à venir, eh bien, la Nouvelle-Calédonie pourra accéder avec une vitesse équivalente aux États-Unis, à l'Asie-Pacifique, à l'Australie, mais surtout, et ce qui est très important pour la Nouvelle-Calédonie, d'après ce que j'ai compris depuis hier, c'est à toute la partie régionale, Wallis et Futuna, la Polynésie française, les Tonga, les Samoa, et donc fournir dans les deux sens des informations, recevoir des informations, et de ce fait, devenir également un hub régional pour cette partie du Pacifique. On verra tout à l'heure, peut-être avec des applications insoupçonnées encore aujourd'hui, notamment en matière médicale, avec la possibilité peut-être d'intervenir dans les pays. Ouais. Mais on en parlera après le réseau. Christophe Fontaine. Alors effectivement, quand on regarde le contexte actuel avec une connexion avec un câble, on peut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec ce câble. On va faire des transferts de données, bien évidemment, mais les transferts de données vont être dans les deux sens. Et là où on peut se poser la question, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de déploiements dans le mode cloud. Alors évidemment, on parle de cloud privés, qui peuvent être des clouds qui sont locales, ou des clouds publics. Et aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de cloud public présent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de data center par les grands acteurs, les fameux GAFA par exemple. Donc ça veut dire que la connexion qui doit être faite en externe, si elle est dans un cloud public, il faut qu'elle soit sécurisée. Et il y a peu de temps, il y a eu aux États-Unis une coupure dans un data center, aucune connexion, et derrière, ils peuvent réellement avoir de la perte de données. Donc la connexion, elle doit être à la fois sécurisée à travers des câbles, bien évidemment séparés, pas par les mêmes chemins, mais aussi derrière avoir cette capacité d'avoir toujours un accès sur des data centers qui peuvent être dans le monde entier. Et à l'inverse, on peut tout à fait imaginer que la Nouvelle-Calédonie peut être un centre de service, un centre de données pour l'ensemble des autres îles de la région et voire beaucoup plus loin. J'ai la chance, dans mon métier, de travailler dans d'autres îles, dans d'autres grandes régions comme l'Afrique. Et on s'aperçoit que si on arrive à délivrer un service de qualité en local pour l'ensemble des autres régions avec effectivement de la redondance, la qualité de service, des data services, des services de données de haute performance, on devient un point central et névralgique de la région. Et c'est vraiment pour ça que ce deuxième câble a une vraie pertinence. On va parler tout à l'heure des data centers qui est un vrai sujet, mais Pierre Massenet, aujourd'hui pour les entreprises calédoniennes en l'état, pourquoi est-ce déjà important d'avoir une meilleure connexion? J'ai entendu dire dans les discussions que si on multipliait par 3 la capacité déjà existante du câble, ce serait beaucoup plus facile pour l'économie calédonienne. C'est effectivement la base de tout développement, notamment de la nouvelle économie. Donc je ne vais pas revenir sur les avantages du numérique, on en a parlé pendant tout ce salon, d'ores et déjà. C'est important pour les entreprises parce que la Nouvelle-Calédonie est assez isolée, bien entendu, physiquement. La nouvelle économie se passe sur le virtuel.
notre connexion au monde va conditionner notre existence et notre position demain, dans la région comme dans le monde. Les entreprises, qu'elles ont besoin d'avoir comme garantie, c'est qu'elles peuvent accéder à des services qui sont compétitifs, parce que le numérique devient quasiment une commodité. Et donc, au vu des prix effectivement pratiqués aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, il est certain que le modèle doit changer. On a parlé de souveraineté, on a parlé de sécurité. Il y a des enjeux qui nous dépassent en tant qu'entreprise, même si on peut donner notre avis. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin d'être rassuré de ce côté-là aussi. On a besoin de gagner en visibilité. Donc ces choix qui doivent être faits, il y a une seule certitude, c'est que nous devons être ouverts sur le monde. Le deuxième câble est bien entendu absolument nécessaire, nous l'appelons depuis de nombreuses années, parce que c'est ce qui va effectivement sécuriser notre liaison avec le monde. Après, bien entendu, en s'ouvrant, on s'ouvre aussi, on peut aller vers l'extérieur, mais l'extérieur vient vers nous. C'est bien entendu un enjeu important. On a un curseur à trouver entre finalement ce qu'on va pouvoir capter en valeur sur le territoire et quelle valeur va partir, parce qu'il y en a qui va partir bien évidemment. Donc le vrai mode, il sera hybride. Ça sera effectivement un mix entre notre accès à des services à l'international, des choses qu'on ne pourra pas faire aussi bien que des acteurs internationaux, et des choses qu'on va en tout cas tenter de développer localement et de garder localement, parce qu'on reste, même si le numérique nous rapproche, on reste quand même physiquement isolé, et donc la proximité reste importante, notamment dans les services. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand j'entends que le deuxième câble liaison il y aura une fuite de tous les services vers l'extérieur, non. Il y aura une fuite de certains services. En tant qu'entreprise, par exemple, nous opérons un data center, nous avons effectivement un certain nombre de logiciels que nous développons nous-mêmes. Ça n'empêche pas qu'on est passé sur Microsoft 365 sur notre bureautique, parce qu'effectivement, il y a des gens qui font ça bien mieux que nous, et qu'on va développer à l'inverse des services qui sont beaucoup plus spécifiques pour nos usages. Les problèmes peut-être évoqués par Alain Juillet tout à l'heure. Alors, on parle de la connectivité, de la connexion avec l'international, mais pour que ça fonctionne, il faut aussi qu'il y ait un réseau local, intérieur performant. On a aujourd'hui la fibre, mais qui est forcément localisée, d'ailleurs qui accentue, en tout cas provisoirement sur le haut débit, la fracture numérique sur le débit. La 5G va probablement changer la donne, mais en l'état actuel des choses, est-ce qu'avec le déploiement de la 4G, presque 400 antennes sur le territoire, dont les 2/3 en 4G, l'arrivée de la fibre sur les centres industriels et les centres communaux, est-ce que déjà en l'état, les entreprises calédoniennes peuvent développer de nouveaux business? On parle de télétravail, de télémédecine, de téléchirurgie, Honnêtement, je pense qu'on n'a pas à rougir de nos infrastructures. Quand on se compare à d'autres territoires ultramarins de notre catégorie, il y a bien entendu toujours des progrès à faire, mais en fait, je pense qu'il faut se rendre compte du coût aussi de tout ça. On a quand même une densité qui est faible, on a une faible masse critique. Donc effectivement, c'est un sujet hautement politique d'amener les services et la connexion jusqu'aux usagers, y compris dans les zones isolées. Maintenant, effectivement, autour de tout ça, il y a toujours le terme OPT qui revient, mais l'OPT est un outil qui permet justement cela, mais ça a un coût. Donc oui, aujourd'hui, pour répondre à votre question, nous avons la capacité de développer d'ores et déjà des services, même si on a du progrès à faire. Le très haut débit est en cours de déploiement. On parlait hier de 20%, je crois, ou 25% de connexion. Ça va s'améliorer de toutes les manières. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est quel modèle on veut. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais alors justement, oui, Christophe, allez-y. Et après, juste pour rebondir, en fait, c'est vrai que la connectivité entre les sites locaux et les sites distants est vraiment importante. Maintenant, le vrai sujet, et le sujet de toutes les entreprises qui sont ici, même à titre particulier, c'est la donnée. Et on en a parlé tout à l'heure, cette explosion de données, on est bien d'accord, mais il va falloir avoir la maîtrise et la compétence pour savoir où est-ce qu'on doit la mettre.
Et c'est là qu'on se pose vraiment de très bonnes questions. C'est si j'ai une connexion qui est suffisamment bonne pour positionner de la donnée qui va être pertinente pour une entreprise dans un endroit sécurisé, si c'est sur l'île, en mode cloud privé, ça peut être très très bien. Si c'est dans un cloud public aussi, et derrière, il va y avoir des notions de performance, de latence qui va avoir un impact. Donc la vraie question qu'on doit tous se poser, c'est est-ce que je mets ma clé USB autour de mon cou quand je dors, ou est-ce que aujourd'hui je suis capable de positionner une donnée sécurisée avec tout ce qui va autour, hein. Effectivement, oui. Là, il faut mettre de l'intelligence et se dire où est-ce que je vais être capable, en utilisant cette donnée, de créer de la valeur pour mon business. Et donc ça, c'est à la fois un problème global d'infrastructure, mais c'est surtout une réflexion en interne dans la société. Et souvent, on ne se pose pas la question, on utilise des outils et après on réfléchit. Il faut dès le départ vraiment se poser la question, quelle est vraiment l'importance de mes données pour derrière pouvoir avoir un bénéfice business en fonction de l'infrastructure. Alors, on va parler de la donnée, de l'hébergement, puisqu'on voit bien que c'est compliqué, hein, le modèle économique en Calédonie. On l'a vu avec Citus qui a jeté l'éponge, à moins que ce soit l'éponge qui a été jetée, mais enfin ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, on voit bien que c'est compliqué. Vous-même, vous ne gagnez pas forcément de l'argent, si j'ai bien compris, avec les data centers. Il va falloir les acheminer, ces données. Il y a la 5G qui arrive et qui ouvre un champ infini de possibilités, de nouveaux services et donc de nouveaux business. Comment faut-il imaginer ou réimaginer le partenariat public-privé dans ce domaine? Est-ce que, par exemple, les entreprises, et peut-être que vous avez un exemple à l'extérieur, mais Pierre Massenet ou Benoît, comment est-ce qu'on doit imaginer un nouveau dialogue entre ceux qui investissent dans les infrastructures et ceux qui vont les utiliser? Est-ce que vous parlez de repenser le modèle, Pierre Massenet, vous pensez à quoi précisément? Et Benoît. Je pense que public-privé, nous on l'appelle de tous nos voeux, parce que quand une collectivité a la mission d'assurer un service public de qualité, les entreprises ont la mission de développer de la valeur économique et de renforcer un tissu économique. Moi, je suis persuadé qu'on a beaucoup de choses à faire autour de nous. Donc le public-privé, pour moi, c'est même pas une question, c'est une évidence. Maintenant, effectivement, il y a des mentalités qui doivent peut-être évoluer. En ce qui concerne le modèle, maintenant, j'ai parlé tout à l'heure du coût. Aujourd'hui, on ne peut pas vouloir avoir un service, des infrastructures de haute qualité avec chaque Calédonien, y compris au fin fond de la Pampa, relié à tous les services à un niveau de qualité d'ordre mondial et ne pas en payer le prix à côté. Ça, c'est une question politique. Maintenant, c'est vraiment une question de choix de société. C'est une question politique. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, les coûts, je parle des coûts, alors la qualité, elle augmente au fur et à mesure. Pierre Massenet, on va se dire une chose, je vais essayer de traduire. Est-ce que vous êtes en train de dire, par exemple, que l'opérateur, il vaudrait mieux faire financer les services qui ne sont, comme la Poste, qui ne sont pas vraiment rentables par l'impôt, et que les télécoms, le coût des télécommunications et par exemple de la bande passante à l'extérieur soit moins élevé? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut dire les choses. Oui, il faut dire les choses et il faut qu'elles soient claires en fait. C'est-à-dire que le coût d'une connexion Internet d'une entreprise à Nouméa devrait être le coût que ça représente vraiment. Et que le coût le coût que ça va avoir de relier déjà quelqu'un qui est beaucoup plus loin, c'est une décision politique qui doit être compensée peut-être par autre chose que le prix que va payer ce professionnel qui se trouve à Nouméa. La vérité est aussi là, au niveau de la Poste et effectivement de la banque. Aujourd'hui, on a un secteur des télécoms qui finance ces deux autres. C'est pas un secret, hein, l'OPT est très clair sur le sujet. Ce que je dis, c'est que ce modèle-là, il faut le clarifier. Il faut le clarifier parce que on a des analyses biaisées. On pense qu'effectivement, Internet est cher. On pense qu'on ne peut pas baisser les coûts, mais non, en fait, c'est un choix de société. Il faut assumer les choses et je pense que politiquement, il faut séparer tous ces régimes. Oui, c'est un choix politique au départ. Benoît Deschamps.
Oui, alors pour rebondir un petit peu sur ce que disait Pierre à l'instant, en fait, je pense qu'il faut déjà se rappeler que l'innovation d'aujourd'hui, c'est bien le développement économique de demain. Et l'innovation, on ne sait pas ni sur quoi elle va porter, ni qui va l'apporter, en fait. On peut très bien imaginer que le futur Facebook, celui qui va le remplacer, il peut très bien être créé à Nouméa, il peut être créé à Yengen, ou bien ça sera autre chose qui remportera les suffrages au niveau mondial. Et ça, on ne peut pas le savoir a priori. On voit bien avec, notamment en télémédecine, par exemple, il y a des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir faire et que maintenant on arrive qui se créent déjà dès maintenant. Donc en fait, il faut en effet se poser la question sur quels sont les réseaux en fait que l'on doit développer. Et je suis d'accord avec Pierre pour dire qu'il y a certainement un enjeu politique derrière ça. Mais justement, il y a un enjeu de réaménagement du territoire aussi avec la 5G, puisqu'il y a des choses qui deviennent aujourd'hui possibles. On a l'exemple de la télémédecine. Peut-être rappeler en deux mots quand même que la 5G, ça n'est pas seulement l'augmentation des débits considérables, hein, je crois 10 fois supérieur à ce qui existe aujourd'hui en 4G, mais c'est aussi la fin de la latence et donc la possibilité pour, je ne sais pas, les engins pilotés à distance sur mine, la télémédecine, la téléchirurgie, d'ailleurs peut-être mieux qu'il n'y ait pas de latence, ça puisse devenir une réalité dans des coins de Calédonie où aujourd'hui on a tout juste un dispensaire avec un infirmier et où il y a une vraie inégalité territoriale de la santé. Donc je sais que les entreprises calédoniennes s'y intéressent déjà. Avant cela, est-ce que le cadre réglementaire existant aujourd'hui est encore adapté? Alors, sur la 5G en particulier, oui. Ou d'une manière générale sur... D'une manière générale, mais la 5G bouleverse quand même vraiment la donne. Avant de venir sur la 5G, je reviens un petit peu aussi sur la question, la comparaison qu'on peut faire sur la Nouvelle-Calédonie par rapport au très haut débit, qu'il soit mobile ou qu'il soit fibré. Ce qu'on observe quand on observe des cartes, donc si on sort un petit peu de la Nouvelle-Calédonie, si on regarde une carte par exemple de la métropole, c'est clair que les concentrations de FTTH, de réseau jusqu'à la maison, FTTH pour Fiber to the Home, ou bien le nombre de stations 4G, elles sont concentrées là où est également concentrée l'activité économique. Ça va être la région parisienne, ça va être ensuite Lyon et ensuite ça va être Nice-Marseille. Et à contrario, on va avoir des zones relativement désertifiées. Donc il y a bien cette corrélation entre le développement économique et la connectivité interne et vers les autres territoires. Ça, c'est absolument clair. Après, sur le cadre réglementaire pour la, oui, je finis sur la 4G. On peut se comparer globalement. On a un développement des stations qui est semblable à celui de la Polynésie. Par contre, on a 13 fois moins de stations 4G qu'en Guadeloupe. Alors certes, la population n'est pas la même, mais si on veut aussi que ce soit un jeune Calédonien qui soit le futur Gaël Musquet, par exemple, eh bien, il faut aussi se donner partout sur le territoire la possibilité de faire émettre ces talents-là. Alors sur la 5G, en fait, c'est vrai qu'il y a une accélération en fait actuellement, en particulier aussi pour la Nouvelle-Calédonie, du cadre réglementaire. Ça se prépare longtemps à l'avance parce qu'en fait les bandes qui seront utilisées, ce sont des bandes qui ne sont pas utilisées actuellement et qui ne sont pas affectées pour le moment pour le mobile. Et donc ça se prépare. Et justement, comment vous le préparez? Parce qu'il y a plusieurs fréquences possibles. On parlait d'un dialogue entre les entreprises et puis l'opérateur sur le déploiement de la 5G. J'insiste sur la 5G parce que je pense que c'est vraiment la révolution qui arrive et c'est la fibre en mobilité qui va arriver là où elle n'arrivera jamais sinon. Donc ça peut aussi développer de nouveaux territoires économiques. Il faut qu'il y ait un vrai dialogue entre les entreprises parce que je pense que la demande n'est pas la même entre une micro-entreprise et une petite entreprise et un industriel où il faut peut-être je ne connais pas grand-chose, mais des fréquences différentes pour des usages plus pointus. Est-ce que ce dialogue existe aujourd'hui entre l'opérateur et les entreprises et les professionnels? Alors là, je laisserai peut-être l'opérateur répondre à ce sujet par la suite. En tout cas, les fréquences seront les mêmes, les réseaux sont les mêmes, parce qu'on n'est pas dans une... Enfin, la Nouvelle-Calédonie a la chance d'avoir finalement... son inconvénient peut être aussi un atout. Elle a une densité de population relativement faible, donc on n'a pas de problème de disponibilité de la ressource fréquentielle. Donc on peut même mener des expérimentations que l'on pourrait
plus difficilement menée ailleurs. Donc là, il y aura les fréquences, les ressources nécessaires ici en Nouvelle-Calédonie. La question se posera ensuite, puisqu'on parlait de partenariat public-privé, c'est un peu qu'est-ce qu'on décide de faire pour ou qu'est-ce qui sera décidé de faire pour la Nouvelle-Calédonie. Évidemment, on imagine bien que développer un réseau 5G à Nouméa, ça va être beaucoup plus rentable que si on va le développer à Poum, à Yengen ou à Pointe-d'Imier. Donc là, il y aura certainement des partenariats à imaginer. On peut aussi regarder ce qui se fait ailleurs avec le partage d'infrastructures qui est rendu quasi obligatoire d'une certaine façon en métropole. Et pourquoi pas s'inspirer de certaines choses qui sont faites sur ce modèle pour faire des économies d'infrastructures, mais par contre avoir la possibilité d'offrir réellement le service le plus possible. Christophe. Oui, c'est bon, t'entends. Oui. Ah, c'est bon, excusez-moi. Il faut toujours avoir un effet micro, ça réveille un peu l'audience. Pour revenir à la 5G, c'est vrai que quand on voit toutes les communications, tout ce qui est écrit, tout ce qu'on lit, on s'aperçoit que c'est quand même un miracle, quoi. Ça fait rêver, tout va vite, pas de latence, la capacité de tout avoir en temps réel, et c'est assez passionnant. Il ne faut pas omettre toute une partie qui est une partie qu'il va falloir qu'on découvre et qui est une partie qui est juste essentielle pour les entreprises, c'est la sécurité. Donc tout à l'heure on parlait de hacking de tout type, effectivement dans les entreprises c'est un point clé, mais quand on va commencer à déployer des infrastructures de nouvelle génération, qu'on va déployer de plus en plus d'antennes, qu'on va avoir de plus en plus de performances, on va s'habituer à cette qualité de service. Et derrière, il va vraiment falloir garantir que la sécurité est aussi intégrée dans les entreprises. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au niveau de la 5G, il va y avoir aussi énormément d'emphase pour être sûr qu'on va avoir des réseaux qui sont fortement sécurisés. Mais justement, comment il faut s'y préparer? La 5G, c'est le temps réel, c'est l'immédiateté, et ça veut dire la multiplication aussi des risques. Exactement. Il n'y a pas que la sécurisation des réseaux, il y a aussi la multiplication des risques pour ceux qui... Exactement, c'est-à-dire que quand on va utiliser un mobile pour faire des transferts qu'on n'avait pas l'habitude de faire, les datas qui seront sur ce mobile-là, peut-être que ça ne sera pas des données qu'on aurait mis d'habitude. Et donc elles seront peut-être à sécuriser encore plus qu'avant. Et dans ce cas-là, il va falloir avoir tout un écosystème qui va être à la fois logiciel et tout un ensemble pour être complètement cohérent. Et juste un dernier point, la 5G, je pense que ça répond énormément à toutes nos attentes, mais il ne faut pas oublier tout ce qui existe encore aujourd'hui. Le Wi-Fi haute performance va continuer d'exister. On ne va pas avoir des bascules complètes. Il y a des entreprises qui vont avoir un vrai intérêt à basculer sur la 5G, d'autres qui vont utiliser tout l'écosystème qu'on a aujourd'hui, qui sera toujours performant et qui, lui, est réellement sécurisé. On a des outils chez HPE qui nous permettent justement de garantir un niveau de sécurité élevé sur le Wi-Fi et d'éviter d'avoir justement la peur d'avoir des intrusions qui peuvent être vraiment importantes et négatives pour les entreprises. Juste pour rebondir sur ce point-là, la sécurité des réseaux. En fait, je vous ai peut-être entendu parler de la fameuse loi Huawei qui est passée en juillet-août en métropole. Non donc il faut bien voir que la Nouvelle-Calédonie étant compétente en matière de télécommunications, cette loi ne s'applique pas ici. Donc certainement, comme on n'est jamais à l'abri, comme ça a été dit lors de la conférence très intéressante précédemment, il ne faut pas se croire à l'abri ici d'éventuelles attaques qui pourraient être menées et donc il sera certainement aussi du devoir du territoire de regarder ce qui doit être fait en ces termes. Mais j'imagine que l'opérateur a certainement déjà sur sa to-do list. Voilà. Je vois l'opérateur qui boue, donc si jamais un micro peut se promener du côté d'Auxence, qui puisse éventuellement intervenir sur ces points-là. Non, juste un point que je voudrais rajouter, c'est en fait on parle de la 5G en Nouvelle-Calédonie, mais finalement, grâce à Internet et à la globalisation qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, le monde est complètement plat. La Nouvelle-Calédonie n'est pas du tout aussi isolée que sa géographie pourrait le laisser entendre. Sur le plan numérique, ça n'est plus une île. Exactement. Aujourd'hui, la demande mondiale fait que l'on soit dans le centre de Manhattan ou au nord de l'île de Nouvelle-Calédonie, la demande en fait est exactement la même en termes de contenu, en termes de immédiateté de l'information, en termes de qualité de l'image en 4K. Et parce que la géographie de la Nouvelle-Calédonie fait qu'elle est entourée d'eau, le réseau mondial est aujourd'hui en mesure d'apporter le contenu et la vitesse au même niveau
en Nouvelle-Calédonie que partout ailleurs dans le monde. Et de ce fait, l'imbrication de la Nouvelle-Calédonie dans un réseau régional avec les îles de Wallis et Futuna, Polynésie, Tonga, Samoa, un peu plus loin, Nouvelle-Zélande, etc., va permettre à la Nouvelle-Calédonie d'héberger un certain nombre de data centers, d'entreprises qui, au lieu d'avoir simplement un rôle local, vont pouvoir avoir un rôle régional dans cette partie du monde et également totalement international. Alors justement, on revient à la question des data centers. En gros, cloud souverain ou hébergement à l'extérieur, les possibilités techniques permettent aujourd'hui de faire les deux. Donc, comment peut-être établir ou rétablir la confiance sur un cloud local, sachant qu'en plus, aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver localement le bon modèle économique pour les data centers. Quelle est la préconisation, par exemple, du SNNC sur la question, un data center privé-public, un partenariat privé-public, ce serait quoi la solution pour que ce soit, compte tenu de l'étroitesse quand même du marché calédonien, une possibilité rentable? La position du SNNC, c'est de la valeur en Calédonie. Donc là, je ne vais peut-être pas m'exprimer au titre du SNNC, puisque c'est un sujet très spécifique du data center. Comme je disais tout à l'heure, tout ça, c'est un mode hybride. On va de toutes les manières, l'utilisateur lambda, Facebook, etc., on va être à l'extérieur. À l'intérieur, effectivement, pour moi, il faut qu'on ait une infrastructure qui nous permette déjà d'héberger des données critiques. On parlait d'intelligence économique tout à l'heure. La Nouvelle-Calédonie, au moment où elle parle de sa souveraineté alimentaire, etc., il faut quand même réfléchir à une souveraineté sur la donnée. Ça, c'est très stratégique. En termes d'usage critique, effectivement, on a des entreprises qui vont avoir besoin d'immédiateté, on va avoir des entreprises qui vont avoir besoin de capacité de calcul localement. Je ne vais pas me répéter, le data center, c'est une des bases de l'infrastructure, au même titre qu'un câble, au même titre que la 5G, au même titre qu'un réseau IoT. Ce que je voulais simplement rajouter, c'est pas directement lié à la question, c'est que pour moi, il y a deux vitesses. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une vitesse qui est celle du désenclavement, qui est celle du service public. Et l'outil OPT, pour moi, il a été créé pour ça. Et si effectivement c'est un opérateur monopolistique, c'est parce que nous sommes dans notre configuration actuelle. Oui, ce sont des investissements lourds qui ne seraient probablement pas faits par le privé dans des zones. Tout à fait. Et l'OPT a fait ce travail-là. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas à rougir du niveau d'infrastructure qu'on a et de la couverture qu'on a. Maintenant, il y a une deuxième vitesse. Il y a celle des entreprises. Dans le premier modèle, on se positionne en tant qu'utilisateur. Très bien. On a un service public qui se déploie, qui se développe. Et effectivement, si le politique décide d'y mettre les moyens, on a un niveau qui est acceptable vis-à-vis d'autres territoires. Maintenant, il y a la deuxième vitesse, c'est celle des entreprises. Et je rejoins ce que je disais tout à l'heure au niveau du public-privé. Cette vitesse-là des entreprises, c'est qu'on n'est plus seulement utilisateur, on est aussi acteur. Et que là, on a besoin de pouvoir, comme on disait tout à l'heure, tester des choses. On a besoin de pouvoir avancer à la vitesse de l'entreprise, qui n'est pas la vitesse du service public. Et pour moi, le modèle, il se situe à peu près à cet endroit-là. Et pas non plus peut-être la vitesse de la décision politique aussi, peut-être? Oui, tout à fait. Moi, j'ai l'habitude de dire que effectivement, le secteur public est le facilitateur pour qu'effectivement les entreprises puissent créer de la valeur. Et aujourd'hui, on a les compétences, on a un certain nombre d'atouts qu'il nous faut pouvoir utiliser. Et c'est ces deux vitesses qu'il nous faut, à mon avis, pouvoir gérer en parallèle, simultanément. Le faire circuler aussi sans voilà, mais c'est Christophe qui voulait rebondir. Oui. Est-ce qu'il y a vous qui officiez en Afrique et dans les autres outre-mer, les dom-tom? Promis, je vais l'enlever. J'ai mes cartes de visite, je vais faire un effort. Est-ce que vous avez des modèles qui fonctionnent aujourd'hui de partenariat public-privé, de complémentarité qui fonctionnent bien? Il faut bien comprendre, et je pense qu'on l'a vu dans le débat, quand on parle de monde hybride, aujourd'hui, il faut bien comprendre que ce monde hybride, c'est plus qu'un constat, c'est la réalité de ce qu'on voit chez nos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut avoir envie de positionner les données dans les data centers avec de la valeur, mais il faut aussi utiliser le cloud public et je dirais avec une bonne efficacité. Ce qu'on constate en fait dans des pays où il y a effectivement des clouds privés qui sont gérés par des entreprises privées ou par des entreprises publiques, c'est que derrière le coût est un point qui est très important en rapport avec les services qui sont donnés. Il faut aussi pas oublier quelque chose, et je pense que dans l'audience, tout le monde en a conscience,
c'est que le vœu numéro 1 du cloud public, c'est de délivrer des services très simplement, avec une bonne vitesse, si on a une bonne connexion. Mais souvent, dans le temps, on s'aperçoit que ces services ont un coût qui est largement supérieur à ce qu'on peut estimer. Pourquoi ? Parce que la maîtrise du coût de ce service est très compliquée à analyser. Quand on va évoluer, on ne va pas se rendre compte que ça va coûter de plus en plus cher. Et là, les acteurs locaux ont un vrai point de différence par rapport à ce cloud public, c'est avoir une maîtrise de coût et derrière délivrer un service de qualité avec des services qui sont exactement le service qu'on est capable de demander en local. Et ça a une vraie valeur, parce que la maîtrise des coûts dans le temps est quelque chose de très complexe dans le cloud public. Et dans les pays où je travaille, que ce soit des pays africains, on s'aperçoit que des grandes entreprises mettent en place des clouds privés et font effectivement des partenariats pour être capables de proposer en fait un catalogue de services complètement en accord avec les besoins locaux. Et ça, c'est une vraie valeur et un vrai différenciant, parce que la maîtrise, elle est dans le pays. Ça fait travailler l'écosystème du pays. Et en plus de ça, on ne dit pas le cloud public n'est pas bien, on dit c'est très bien dans un domaine qui est le domaine sur lequel on sait qu'on n'a pas besoin d'avoir ces niveaux de service, ou on sait que ça va nous coûter peu cher. Donc cette hybridation, elle est aujourd'hui présente dans tous les pays du monde, et elle est juste essentielle pour avoir un moyen et je dirais une utilisation économique du data center cohérente par rapport au business. Alors, on va peut-être entendre Auxence Fafin, qui est le directeur général adjoint de l'OPT, en charge du numérique, qui a eu un certain nombre de propositions, d'interpellations, et notamment sur cette question du cloud, des data centers, d'un partenariat public-privé complémentaire et en adéquation avec la demande. Comment vous imaginez peut-être le futur de l'hébergement des données en Nouvelle-Calédonie sous cette aune-là ? L'hébergement des données en Nouvelle-Calédonie est un sujet stratégique, un sujet souverain. Donc oui, il faut trouver des solutions. Le partenariat public-privé en est une. Effectivement, on peut allier les missions de service public qu'assure aujourd'hui l'OPT, puis la créativité, le développement de services qui émergent des sociétés calédoniennes. Le partenariat public-privé n'est pas non plus idéaliste en Nouvelle-Calédonie. Il existe. On a des très beaux exemples avec le GE Serail qui regroupe des acteurs publics et privés. Mais on a également aujourd'hui l'écosystème des fournisseurs d'accès Internet où finalement l'OPT est en charge de l'infrastructure et les fournisseurs d'accès Internet des services. On l'a vu avec le développement de nouveaux services innovants comme la GoTV, comme le stockage de données à distance. Donc c'est une vraie réalité en Nouvelle-Calédonie. Il reste à savoir que les data centers en Nouvelle-Calédonie sont déficitaires et qu'il faut nous trouver des solutions pour pouvoir les développer et pour pouvoir rivaliser avec ces data centers qui sont à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. Et justement, c'est quoi les pistes de réflexion pour que ça devienne rentable et concurrentiel par rapport aux offres extérieures ? Les pistes sont compliquées puisque les charges aujourd'hui que l'on a quand on est un data center, c'est le coût de l'énergie. Stocker des données en Nouvelle-Calédonie, ça veut dire également alimenter des serveurs et le coût de l'énergie en Nouvelle-Calédonie est élevé. On va également avoir des problématiques très simples, mais il fait très chaud et donc on va avoir besoin de climatisateurs qui vont tourner très fort et qui vont également consommer beaucoup d'énergie. Et enfin, un autre point, donc là on peut faire l'autocritique de l'OPT, c'est le coût des liaisons louées. Parce qu'on parle de 5G, on parle de Fiber to the Home, mais les professionnels, ils préfèrent avoir des liaisons dédiées parce que c'est celles qui sont le plus sécurisées. Et effectivement, ces liaisons, puisqu'elles sont dédiées, ont un coût de fonctionnement, un coût d'abonnement qui est assez élevé dès lors qu'on arrive à des débits très importants, comme du 1 giga, 10 gigas. Et est-ce que vous avez une annonce à nous faire là ? Pardon. Sur ce point. J'aurais aimé vous annoncer une baisse de 40% de nos tarifs, mais c'est pas pour aujourd'hui. Mais je reviendrai l'année prochaine. Bon, on fera une 3e édition d'Iginova alors. On parlait tout à l'heure de sécurité pour rassurer tout le monde quand même. Sur les réseaux 5G, on se base quand même sur des réseaux mobiles. Alors oui, il y a des hackers qui ont réussi à casser quelques codes, mais je rappelle quand même qu'un réseau mobile s'appuie sur une technologie qu'on oublie de temps en temps de citer, qui est la carte puce, invention française, et qui permet quand même de contenir des clés, qui fait qu'aujourd'hui, en termes de réseau radio, les réseaux mobiles font partie de ceux qui sont le plus sécurisés. C'est le point numéro 1. Point numéro 2, on parlait tout à l'heure de la loi Huawei, donc je suppose qu'on parlait en fait des lois sur les autorisations de commercialisation des équipementiers pour s'assurer, on l'a dit tout à l'heure, que tout ce qui était crypté dans les équipements était connu des autorités compétentes. Ces textes
font partie du code pénal et s'appliquent à la Nouvelle-Calédonie, et nous respectons ces textes. Carte SIM, invention française, mais qui ne l'est pas restée, malheureusement. On va peut-être passer aux questions du public, parce que le temps, finalement, est passé très vite. Alors, on est arrivé aux 2 tiers. Normalement, pour l'instant, à ce jour, on n'a pas de questions de téléspectateurs. Donc, dans le public, avez-vous des questions? Oui. Oui. Oui, bonjour. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment une question que je vais poser, mais je m'attendais en fait autour de cette table ronde à ce qu'on parle de l'attractivité que va provoquer l'impact des télécoms sur le développement économique d'un territoire. Je veux dire par là, les télécommunications, c'est comme toute infrastructure de communication, comme les voies routières, etc. C'est ce qui développe en fait l'économie. J'ai entendu beaucoup de choses et je me pose des questions effectivement sur, un peu comme Monsieur Massenet, sur le partenariat public-privé qu'il peut y avoir entre l'OPT, l'opérateur local qui est aujourd'hui donc public, et les acteurs privés que nous sommes pour la plupart d'entre nous dans cette salle. Hier, sur la table ronde sur la 5G, enfin sur la table d'experts sur la 5G, j'ai entendu donc des annonces, un POC en 2021, n'est-ce pas, Auxence ? Rendez-vous pris, hein. Et un début éventuellement d'NB-IoT sur début 2021. Internet des objets. Internet des objets aussi. Or, en fait, il s'avère que c'est un peu la poule et l'œuf. Je veux dire par là, on peut demander aux entreprises locales de devenir super compétitives dans le numérique, etc., de s'équiper, par exemple, de pelleteuses super connectées, etc., etc. Mais si derrière, en fait, on n'a pas l'infrastructure, eh bien, ça servira à rien. Et du coup, ça va être difficile de convaincre les chefs d'entreprise de faire des investissements aussi colossaux si derrière, en fait, ils ne peuvent pas faire un retour sur investissement. Donc, en fait, je me demande, en fait, comment on peut mettre en place un partenariat public-privé, un peu à la mode estonienne, hein, puisque c'est à la mode, pour améliorer justement le développement des nouvelles technologies et des nouveaux services au-delà des infrastructures. Alors, il aurait fallu peut-être une réponse politique qui n'est pas là. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Ce n'était pas vraiment une question de quelqu'un qui, je crois, connaît bien la question, puisqu'il a été à la fois à l'OPT et à la fois maintenant dans le privé, si je ne me trompe. Donc vous connaissez les deux facettes. Est-ce que quelqu'un veut... Oui, Christophe. Enfin, moi, je peux répondre, mais à la limite, ça va être une réponse un peu plate, mais le vrai sujet, c'est d'avoir la capacité d'avoir des plans de route en parallèle. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut s'engager effectivement que sur de la mise à disposition d'environnements de haute technologie, donc qui ont des coûts, que si derrière elle garantit qu'il n'y a pas une roadmap qui va glisser de 2 ans, et donc que cet engagement qui doit être planifié, hein, parce qu'évidemment, quand on parle sur des modèles IoT, il y a un business model, il y a un cas spécifique, il faut être sûr que derrière ça va rajouter un vrai plus à l'entreprise. Et si on travaille sur ces projets-là, on travaille 1 an, 2 ans en amont et on essaie de trouver le modèle. Et s'il y a un décalage, effectivement, par rapport à la roadmap, à ce fameux plan de route, pardon, eh ben, on s'aperçoit que là, il peut y avoir des entreprises qui sont en danger. Donc, le vrai sujet, c'est peut-être de mettre effectivement un système qui permet de garantir que les plans de route sont suivis et que l'ensemble des entreprises ont aussi vraiment une connexion avec les personnes qui gèrent ces plans de route. Pierre Massenet, je sais que dans les entreprises adhérentes de votre syndicat, il y a des entreprises qui parient sur l'avenir. Vous-même, vous m'avez montré un jour un appareil qui permet à distance de pouvoir faire des échographies de manière mobile, etc. Ça veut dire quand même les entreprises parient sur l'avenir. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui ça fonctionne déjà, ou vous pariez sur un développement pérenne et généralisé d'une technologie qui ouvre, encore une fois, des possibilités de business nouveaux infinies à travers les services, notamment comme cela? Il y a comme je disais tout à l'heure, il y a des infrastructures actuellement qui nous permettent déjà de développer des choses, de tester des choses. Maintenant, je reviens sur les 2 vitesses. On est par ailleurs contraint sur un certain nombre de sujets parce qu'on voit, on opère une veille, on voit ce qui se passe en dehors, on voit la technologie qui évolue, mais on n'a pas la vitesse adéquate, à mon sens, pour pouvoir avancer assez vite. Donc je reviens sur ces histoires de vitesses différentes. J'entends bien, mais ma question était plus précise. Est-ce que quand même, malgré tout, vous faites un pari de confiance? C'est-à-dire que vous vous dites, même si 2021 c'est loin, c'est quand même demain matin,
Et est-ce que les entreprises qui font partie du syndicat du numérique de Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il y en a qui parient sur l'avenir et qui déjà commencent à investir en vue de ce déploiement-là, ou est-ce qu'on est attentiste et on se dit on verra bien si ça marche? Ah non, mais bien entendu, on prend des risques. Si on le faisait pas, on ne survivrait pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne se renouvellerait pas, on ne suivrait pas toutes ces tendances. Donc, bien entendu, on prend des risques. Et c'est ce dialogue-là aussi qui est intéressant. C'est que même si effectivement il y a un certain nombre de choses qui prennent du temps, on arrive de plus en plus à avoir ce dialogue et à pouvoir être assuré sur justement l'évolution de nos réalités d'infrastructure. Et donc, les risques qu'on pourrait prendre, finalement, sont au fur et à mesure allégés. Mais pour moi, c'est... De toute façon, on y va. Donc, c'est qu'une question de vitesse et c'est qu'une question, encore une fois, de partenariat public-privé, dans le sens où il faut, pour moi, libérer les énergies, simplement. Il faut libérer les énergies des sociétés parce qu'on est capable de faire des choses, on a des compétences. Il faut lâcher les freins, tout en conservant, effectivement, l'intérêt général. Et c'est bien là le rôle du politique et de l'opérateur OPT aussi. Alors, je me permets juste, j'ai une question d'un téléspectateur. Je vous passe la parole juste après. Qui financera le défi d'un potentiel data center privé-public, vu que Citus est un échec? On l'a un peu évoqué tout à l'heure. Je ne sais pas qui va se lancer dans la réponse. Auxence. C'est un téléspectateur. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être clair, les partenariats public-privé n'ont pas pour objectif de perdre de l'argent. L'OPT, au travers de ses missions publiques, peut effectivement avoir des métiers déficitaires, mais aujourd'hui, si on doit parler de la création d'un nouveau partenariat public-privé sur un nouveau secteur, il nous faudra convaincre des investisseurs, convaincre des banques, parce que le projet doit avoir une rentabilité. Donc aujourd'hui, tant qu'on n'a pas trouvé la bonne équation pour avoir un data center souverain, on ne peut pas y aller. Dans ces équations, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la notion de client. Et quand on parle de client d'un data center souverain, on parle aussi des institutions publiques qui, elles aussi, devraient être les premières intéressées pour qu'on puisse stocker la donnée des Calédoniens dans des niveaux de sécurité qu'on appelle souverains. Là, il y a aussi un appel politique. Benoît Deschamps voulait revenir sur la question précédente. Oui, merci, très rapidement. En fait, évidemment, donc l'Agence nationale des fréquences, elle s'occupe de la gestion du spectre radio, qui n'est qu'une des ressources pour le développement des réseaux mobiles à très haut débit. Mais j'abonde complètement dans le sens de ce que vous disiez, monsieur, dans le sens où, en effet, nous, on va s'engager à accompagner la Nouvelle-Calédonie pour que la ressource spectrale soit disponible suivant un calendrier qu'on définira ensemble. On l'a prouvé aussi bien en métropole que sur d'autres territoires. Et il est clair que pour que les entreprises puissent investir, en l'occurrence là, les opérateurs, dans un calendrier qui a été convenu avec eux, il faut que l'on respecte ce calendrier. Et donc nous, pour notre part, c'est clair qu'on fera tout pour aller dans ce sens-là. J'ai juste une dernière question, parce qu'il va falloir quand même que nous conclusions. Il va falloir conclure assez rapidement. Merci. Donc, Nicolas Beaufort, Axians, groupe Vinci Énergie. Je voulais effectivement intervenir par rapport à ce qui s'est dit sur les différentes interventions. Effectivement, pour répondre à la dernière question que vous avez posée en tant que membre aussi du syndicat, effectivement, nous investissons et depuis quelques années, on s'est tous regroupés. Il y a eu des initiatives autour d'Open, autour du syndicat du numérique, autour de l'Observatoire du numérique. Et donc, il y a un écosystème. Open qui est le cluster numérique. Tout à fait, le cluster. Et donc, il y a un écosystème numérique qui s'est créé maintenant depuis 3-4 ans. Et notamment à l'origine avec le lancement du projet très haut débit avec le FTTH, parce que de toute façon, comme le disait Pierre tout à l'heure, le train passe. Donc de toute façon, même si on ne fait rien, dans 10 ans, toutes nos installations, HPE pour en parler, SCN pour en parler, elles seront obsolètes et de toute façon, ou on s'adapte ou on disparaît. Donc ça, c'est une première chose. Pour reprendre l'exemple de l'Estonie, pour avoir été là-bas il y a une quinzaine d'années, il faut savoir aussi que l'avantage là-bas, c'était ces tables rases. Il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait rien. Ça sortait de l'ère soviétique. Et donc, la formidable vision qu'ils ont eue, c'est de dire, de toute façon, comme on a rien et tout est obsolète, on fait table rase et on part à zéro, avec une forte concentration quand même de population. Et c'est grâce à ça, et que ça soit en télécom ou en énergie, qu'ils ont réussi à lancer les choses, parce que de toute façon, ils ont eu des jeunes dirigeants et ils ont voulu tout lancer. Et c'est vrai qu'ils ont appuyé sur le bouton et on s'est dit, on met les moyens et avec les résultats qu'on a aujourd'hui. Et enfin, dernier point sur la partie attractivité économique, effectivement, qui est le point numéro 1. Il faut savoir aussi
Donc on parle de partenariat public-privé. Effectivement, sur le cas des data centers, ça peut être un bon exemple avec les conditions qui ont été évoquées. Mais on a également, et surtout au niveau de l'infrastructure, ce qu'on appelle les DSP. Et il faut savoir qu'en 2005, on va dire en métropole et en Europe d'une manière générale, on se posait la même question. De dire, effectivement, les gens les grands opérateurs ont investi et ont développé dans les grandes métropoles où il y a de l'argent. En gros, effectivement, demain j'arrive, je dis à Free, venez à Nouméa, dans le grand centre de Nouméa, et vous allez toucher 15 000 personnes. Ils vont dire, il n'y a pas de problème, on peut faire des trous, on peut mettre de la fibre, on peut aller proposer des services. Par contre, effectivement, il y a la notion de service public qu'on ne peut pas décorréler de l'aménagement d'un territoire comme celui-là. Et en métropole, ça a été la même chose. Et juste une précision par rapport à ce que disait Benoît, c'est dans les endroits où il n'y avait pas d'attractivité économique qu'on allait se focaliser. Je vous présente l'exemple de Pau, du Mans. C'est la première plateforme. La ville de Pau a été la première plateforme FTTH en Europe et qui est la première plateforme d'échange. Tout se passait à Pau parce qu'un maire en 2004 a dit OK, on lance la fibre optique, même si ça coûte ce que ça coûte, on y va. Et à partir de là, tout ça pour vous dire que grâce à ça, ces territoires-là, qui étaient le Limousin, Saint-Étienne, enfin on en a quelques exemples, ont déclenché une attractivité et ont fait revenir des gens parce que finalement, comme on le disait tout à l'heure avec les routes, on a mis un train, on a une autoroute et on a la fibre optique. Avec ça, finalement, en métropole, le télétravail et tous les services ont pu être répartis de manière équitable. Il y a encore du travail, c'est plus compliqué pour le déploiement en fréquence parce que là, effectivement, dans les vallées. Mais demain, on peut imaginer dans le nord, on peut imaginer sur des îles, avec une infrastructure en place solide, avoir des pôles de compétitivité et des gens qui peuvent travailler, pas forcément tout le monde à Nouméa et tout le monde concentré. Et là-dessus, et je terminerai là-dessus, au niveau des SP, il faut penser aussi, surtout pas oublier, ce qui a été le cas et en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, de ne pas oublier les aides qu'on peut avoir, c'est-à-dire au niveau européen et au niveau État. Et malheureusement, là, on a vu plusieurs trains passer, dans le sens où il y avait des millions d'euros, voire des centaines de millions d'euros, et en cumulé même des milliards d'euros, pour aménager tous ces territoires. Parce qu'effectivement, on peut comprendre qu'à Yengen, pour y aller, c'est compliqué. Donc on a des territoires éligibles, comme en Polynésie, les Marquises, les Australes, les Tuamotu, où il y a du câble maintenant avec des subventions qui ont été accordées. Voilà, je voulais... En tout cas, vous rassurer, nous aussi, on est sortis de la période soviétique. Voilà, c'est la fin de cette table ronde. Je voudrais remercier le public d'être venu nombreux. Je voudrais remercier nos invités d'avoir franchi les océans ou le pont de Nouville. Et je voudrais remercier les internautes de Nouvelle-Calédonie Première d'être présents et de nous suivre. J'encourage ceux qui souhaiteraient ou qui sont arrivés en cours de route de regarder le replay sur notre page Nouvelle-Calédonie, la première. Encore merci et Diginova, évidemment, continue toute la journée. Merci Gonzague, merci. Il y avait beaucoup de questions. N'hésitez pas à solliciter nos intervenants. Ils sont sur site jusqu'à la fin de la journée pour continuer ce débat si vous le souhaitez. Alors...